Bonjour à tous, merci d'être sur TV5 Monde. À la une, le bilan des incendies gigantesques à Hawaï s'élève désormais à 80 morts. La justice a ouvert une enquête sur la gestion de ce qui est considéré comme la pire catastrophe naturelle de l'histoire de l'archipel. Les chefs d'état-major de la CEDEAO ne se retrouveront pas ce samedi à Accra comme prévu. La réunion pour donner suite à leur décision d'activer la force en attente de l'organisation afin de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger est reportée sine die pour des raisons, je cite, techniques. Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine et la difficile reconquête de Bakhmout. Sous contrôle russe, la contre-offensive ukrainienne piétine. Les soldats sont épuisés, les soignants débordés. Reportage à suivre près des forces de Kiev. À Hawaï, le bilan des incendies s'est donc encore alourdi. 80 morts, les recherches se poursuivent. Les autorités de l'archipel pointées du doigt. Une enquête a été ouverte. Lou Bureau. C'est un décor d'apocalypse. À perte de vue, un champ de ruines calcinées. Les flammes ici à Lahaina n'ont laissé aucune chance aux habitants. De ce petit paradis, très prisé des touristes américains, il ne reste quasiment plus rien. Une catastrophe pour le gouverneur de Hawaï, venu en personne se rendre compte des dégâts. Je viens de parcourir l'ensemble de cette grande artère avec le sénateur Schatz et le maire Bissen. C'est dingue, elle a complètement disparu. Nous savons que beaucoup de gens souffrent. La population est encore abasourdie par la rapidité du désastre. Certains n'ont eu que quelques minutes pour quitter leur maison. Dans ce point d'accueil, à l'extérieur de la ville, les habitants épargnés viennent faire don de ce qu'ils peuvent. Des milliers de personnes sont désormais sinistrées. Nous avons besoin de nourriture, d'essence, d'eau, de vêtements, n'importe quoi. Les gens ici n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Je suis inquiète parce que j'ai un enfant de 4 mois et un autre de 2 ans. J'ai également des chiens. L'heure est à l'entraide, mais déjà les premières questions émergent. Comment les flammes ont-elles pu se propager aussi rapidement? Y a-t-il eu des failles dans la gestion de la crise par les autorités? Tout le monde a été prié de s'abriter dans les hôtels, mais personne ne voulait rester et voulait quitter Lahaina. Nous leur avons demandé de ne pas le faire parce que nous essayons d'amener des véhicules d'urgence et d'éviter de créer un goulot d'étranglement. Je ne sais pas si les alarmes se sont déclenchées, si elles ont brûlé, je ne peux pas vous dire ça parce que je n'étais pas à Lahaina. L'incendie est déjà une des pires catastrophes connues dans l'archipel d'Hawaï. Au moins 80 personnes ont perdu la vie. Des centaines d'autres sont toujours disparues, ce qui fait craindre un bilan encore plus lourd. Et ces gigantesques incendies ont un impact sur l'environnement au Canada. Les méga-feux ont brûlé près de 13,5 millions d'hectares de forêt cette année. Ils ont émis à eux seuls plus d'1 milliard de tonnes de CO2, selon des chiffres rendus publics vendredi par les autorités. Un record proche des émissions annuelles du Japon, 5e plus gros pollueur de la planète. Le réchauffement climatique aggrave les pluies de mousson. En Birmanie, elle provoque inondations et glissements de terrain. 5 personnes sont mortes, 48 000 autres ont dû être évacuées. À Bago, au nord-est de Rangoon, la capitale, des centaines de sinistrés ont trouvé refuge dans un abri temporaire où s'organise la distribution de repas. Une catastrophe majeure évitée. Les mots sont du chef du programme des Nations Unies pour le développement. L'ONU annonce avoir terminé le transfert de plus d'1 million de barils de pétrole contenus dans un navire vieux de 47 ans, abandonné au large du Yémen. 8 ans de guerre ont rendu impossible son entretien. Une bombe à retardement qui, selon le responsable onusien, aurait pu affecter le transport maritime de la mer Rouge vers le canal de Suez et détruire la biodiversité et la pêche pendant un quart de siècle. La crise au Niger à présent. Des milliers de personnes se sont rassemblées près de la base militaire française à Niamey vendredi en soutien à la junte. Leur principale cible, la France, accusée d'être à l'origine de la décision de l'organisation ouest-africaine de recourir éventuellement à la force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les précisions de Kevin Berg. Pour tous ces partisans de la junte, cette base militaire française de Niamey est une cible de choix, l'un des catalyseurs de leur colère. Hier, ils se sont rassemblés pour exiger encore une fois le départ immédiat des soldats français.
Ce que nous demandons, c'est que les Français prennent leurs affaires ailleurs et nous rendent notre pays. Nous sommes fatigués d'eux, ils nous ont causé des problèmes. Toute la richesse de notre pays est avec eux, ils font de nous ce qu'ils veulent. Nous ne sommes plus d'accord. Aujourd'hui, on est là pour défendre notre pays. Nous sommes les Nigériens. Nous sommes les Nigériens. Hier, j'ai entendu un message de Alassane Ouattara. Il a dit qu'il peut financer quelle que soit le somme pour combattre le palais du Niger. Il n'a qu'à se préparer pour venir nous attaquer. On est là, on a le temps. C'est pas la militaire, c'est pas les militaires qui vont le combattre. C'est nous-mêmes les civils qui vont le combattre. Rassemblement aussi devant cette mosquée au lendemain du sommet de la CEDEAO, ayant rendu possible et surtout crédible une intervention militaire au Niger. Je suis venue ici pour prier dans l'espoir de soutenir nos maris militaires dans cette situation qui veut imposer la CEDEAO. Que Dieu le protège, que Dieu protège notre pays, le Niger. Dans toutes les mains, des drapeaux nigériens, russes aussi, et des cris pour soutenir le général Abdourahmane Tiani. La France, alliée du Niger avant le coup d'État, continuelle de soutenir Mohamed Bazoum. Ces dernières heures, son état de santé se serait aggravé. L'ONU s'alarme des conditions de détention inhumaines du président nigérien. Arrêtons-nous un instant sur cette force en attente que la communauté ouest-africaine dit avoir activée. Combien d'hommes, de quel pays et sous quel commandement cette intervention au Niger serait-elle menée? On voit ça avec Hugo Barbieux, Séverine André et Stéphane Vasse. Une force anti-putsch de la CEDEAO. Le président bissau-guinéen avait lancé l'idée en décembre dernier. Une force spéciale pour intervenir en cas de coup d'État ou comme force de maintien de la paix. Une vieille ambition qui n'a jamais vu le jour. Bâtir un corps d'armée composé de plusieurs milliers d'hommes. Aujourd'hui confrontée à un coup d'État au Niger, la CEDEAO dispose-t-elle d'assez de moyens militaires pour ramener l'ordre constitutionnel? Réunie hier à Abuja, la CEDEAO ordonne de déployer sa force en attente. Créée en 2004, cette force disposerait de 6500 soldats issus des armées des 15 États membres, dont un contingent de 1500 hommes mobilisables directement. Des effectifs en réalité variables en fonction des décisions des chefs d'état-major des différents États de l'Alliance. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a lui promis de mettre à disposition entre 850 et 1100 soldats. Outre la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, la Guinée-Bissau et le Sénégal pourraient aussi envoyer des troupes. Alors quels seraient les contours de cette opération militaire? Selon cette experte, il faut être prudent. Il y a beaucoup d'inconnus à ce stade. Nous ne savons pas si cette force de réserve de la CEDEAO sera effectivement activée ou si elle nécessitera davantage d'approbation de la part de l'Union africaine, ni ce que cela signifiera pour les autres membres du bloc régional qui pourraient ne pas être aussi disposés à se soumettre à l'utilisation de la force pour menacer ce coup d'État de la même manière que d'autres dirigeants. Les contours de telles opérations sont souvent compliqués à définir. Ce sera l'objectif d'une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO en Ghana. Je vous rappelle que la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO prévue ce samedi à Accra au Ghana a été reportée sine die pour raisons, je cite, techniques. Des migrants abandonnés dans le désert libyen après leur expulsion de Tunisie. Vous vous souvenez peut-être de ces images. Les Nations Unies s'en sont émues. Aujourd'hui, Tunis tente de se racheter une image. Les explications de Lou Bureau. Musique à l'appui, le ministère de l'Intérieur tunisien diffuse ces images. Ce groupe de migrants est escorté en dehors du No Man's Land par la garde nationale. Ils étaient bloqués depuis des semaines, ici, entre la frontière de la Tunisie et de la Libye. Un bras de fer diplomatique qui avait donné lieu à ces scènes. C'était il y a à peine 10 jours. Aucun des deux pays ne voulant les accueillir, les migrants se sont retrouvés dans une situation dramatique. Sans eau ni nourriture, avec parfois des femmes enceintes et des enfants. S'il vous plaît, je supplie l'ONU de venir nous aider, de nous sortir d'ici, de venir nous sauver de cet endroit. Nous mourrons de minute en minute. Point culminant de cette crise, la Tunisie a été accusée par la Libye de vouloir se débarrasser de ces migrants en les expulsant en plein désert, les laissant pour morts.
Le scandale a fait réagir l'ONU et poussé les deux pays à trouver un accord ce jeudi. 126 personnes devraient être envoyées dans des centres d'accueil dans le sud-est de la Tunisie. Les autres, environ 150 à 200 personnes, devraient être prises en charge par la Libye. Un dénouement qui est loin de résoudre la crise humanitaire dans la région. Au large de la ville tunisienne de Sfax, une des principales routes migratoires vers l'Italie, les drames en mer se succèdent. Le dernier date de quelques jours seulement. 41 migrants sont portés disparus. Les autorités tunisiennes veulent faire bonne figure. Des journalistes sont autorisés à suivre les opérations des gardes-côtes tunisiens, largement dépassés par l'ampleur du phénomène. Notre toute première priorité, c'est de sauver des vies humaines. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez vu, durant ces 24 heures, nous avons fait plusieurs opérations de sauvetage. Il y a eu 3 barques en panne, nous avons sauvé les voyageurs. Ces opérations ne sont pas faciles pour nous. L'Union européenne et la Tunisie ont également conclu à la mi-juillet un accord. Il prévoit 105 millions d'euros pour aider le pays nord-africain à lutter contre l'immigration clandestine. Le partenariat a été dénoncé par Amnesty International qui accuse l'Union européenne d'être complice des souffrances des migrants. De nombreux Tunisiens, eux aussi, cherchent à quitter leur pays pour une vie meilleure. 2 ont péri et 5 autres sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation cette nuit à proximité des côtes de Gabès dans le sud-est. La traversée de la Manche pour rejoindre les côtes britanniques depuis la France est aussi périlleuse. 6 personnes sont mortes ce samedi. Leur bateau était en train de sombrer. Une 50aine de passagers ont pu être secourus. La guerre en Ukraine et cette annonce du ministère russe de la Défense qui assure avoir déjoué une tentative d'attaque de drones contre des objectifs en Crimée et abattu 2 missiles. La contre-offensive ukrainienne s'avère très difficile, notamment autour de la très symbolique ville de Bakhmout, dans l'est du pays. Reportage auprès des forces de Kiev signé Anaïs Anguet, Valérie Lucas et Patrick Miette. Nous sommes à quelques kilomètres de Bakhmout. Ici, ce sont les Ukrainiens qui sont à l'offensive. Ne filmez pas ce qui peut révéler la position. Objectif de ces hommes, libérer cette ville devenue l'un des symboles de la guerre. La cible, une route occupée par les Russes. Feu! On vise tous les véhicules qui passent sur cette route. L'objectif, c'est de leur couper le passage pour les empêcher de ramener des renforts et du matériel jusqu'à leur position. Mais il faut agir vite. Le camp adverse surveille. Regardez. Voici la quantité des drones russes capables de voler en même temps au-dessus de nous. Soudain, en pleine conversation... Ce sont des avions. Un bruit sourd déchire le ciel. C'est bon, c'est les nôtres. Si les avions sont ukrainiens, au-dessus de nous, les drones, eux, sont bien russes. Il faut se mettre à l'abri. Yaroslav nous confie être fatigué. La contre-offensive est plus longue que prévu. On a besoin de plus d'obus. Car moins on a de munitions, plus la guerre sera longue et plus on aura de pertes. Et en ce moment, les pertes sont lourdes. Difficile d'avoir des chiffres. Mais à quelques kilomètres du front, cet hôpital de campagne ne désemplit pas. Ce garrot, il a été mis à 8 heures. Celui-là, ils l'ont mis à 11 heures. Objectif des médecins, sauver la jambe de cet homme. Il y avait des bombardements. Et il était en train d'aider des gars à passer d'une position à l'autre quand il a été blessé à la jambe, très haut. Face à nous, des soignants épuisés par l'intensité des combats. Est-ce qu'il y a beaucoup de blessés en ce moment? Vous le voyez vous-même, le nombre de blessés. Mais je vous en dirai pas plus. Si les Ukrainiens sont à l'offensive ici du côté de Bakhmout, la situation reste compliquée. Ces soldats manquent de munitions, mais surtout attendent avec impatience les chars promis par les États-Unis il y a déjà plusieurs mois. Aux États-Unis, un procureur spécial vient d'être nommé pour enquêter sur le fils de Joe Biden. Hunter Biden est accusé de fraude au fisc et d'acquisition d'une arme à feu alors qu'il était toxicomane, il y a de ça quelques années. Une annonce aussi retentissante qu'inattendue en pleine campagne de Joe Biden pour un second mandat. Steven Mossa. Annonce surprise du ministre de la Justice.
il nomme David Weiss comme procureur spécial pour poursuivre son enquête avec des pouvoirs étendus sur Hunter Biden, le fils du président démocrate. Une enquête débutée il y a 4 ans sur des allégations de comportement criminel. Monsieur Weiss m'a informé que, selon lui, son enquête avait atteint un stade où il devait poursuivre son travail en tant que procureur spécial. Il a demandé à être nommé. Après avoir examiné sa requête, ainsi que les circonstances extraordinaires entourant ce sujet, j'ai conclu qu'il était dans l'intérêt général de le nommer procureur spécial. Le fils cadet de Joe Biden est poursuivi pour fraude fiscale et d'avoir possédé une arme à feu alors qu'il était toxicomane. Fin juillet, Hunter Biden espérait conclure un accord avec le procureur Weiss pour éviter un procès et la prison. Cet accord a été suspendu par une juge et le fils du président a plaidé non coupable. Avec la nomination d'un procureur spécial, les affaires judiciaires de Hunter Biden seront au cœur de la campagne présidentielle. Le camp républicain l'accuse aussi d'affaires douteuses en Ukraine et en Chine quand son père était vice-président. En lice pour sa réélection à la Maison-Blanche, Joe Biden n'a pas réagi à la nouvelle, lui qui espérait pouvoir mettre les frasques de son fils derrière lui durant la campagne. Direction le Koweït, richissime grâce à son pétrole, mais instable politiquement. Entre gouvernement démissionnaire et parlement dissous, difficile de réformer quoi que ce soit. Pourtant, la jeunesse est en quête de renouveau. Elle a peut-être trouvé son homme, un député de 41 ans décidé à répondre à leurs espoirs. Kevin Berg nous en dit plus. Pour toute une génération de Koweïtiens, Daoud Marafi, député de 41 ans fraîchement élu, représente un espoir de changement pour la jeunesse du pays, fatiguée des crises politiques successives. Je n'avais pas d'affiliation politique. Je suis entré dans l'arène politique lors de la crise du Covid-19, lorsqu'il y avait une certaine confusion dans les décisions du gouvernement de l'époque. C'est ce qui m'a poussé à siéger au Parlement aujourd'hui et m'a motivé à poursuivre des programmes spécifiques visant à obtenir des gains pour les jeunes. Issu de la société civile, éloquent et à l'aise dans les médias, cet ancien entrepreneur a choisi de s'entourer de jeunes collaborateurs au profil différent de ceux habituellement présents sur la scène politique. Il n'est plus nécessaire d'être un homme politique ou un juriste pour occuper un certain poste ou une certaine fonction au sein du Parlement. Les spécialités sont multiples et c'est la beauté de la démocratie d'avoir une diversité dans tous les secteurs. Pour de nombreuses militantes féministes, ces nouveaux députés, plus modernes, doivent aussi défendre la cause des femmes, particulièrement touchées par les inégalités dans un pays qui compte un quart d'islamistes à l'Assemblée. Malheureusement, la société koweïtienne reste dominée par les hommes. Il existe une guerre contre les femmes au Koweït menée par des courants fanatiques qui s'opposent à l'octroi d'opportunités aux femmes. Pour que le système change, il faut que les députés qui nous représentent soient capables de changer le système. Le gouvernement doit également être prêt à faire de même. Un conservatisme qui s'illustre jusque dans les cinémas. Dernier exemple en date, la censure du film Barbie, pourtant autorisé dans d'autres pays du Golfe. C'est un spectacle que certains ne manqueraient pour rien au monde. La Nuit des étoiles, c'est tout le week-end en France. L'occasion d'observer une pluie d'étoiles filantes et la voûte céleste si le ciel est dégagé. Joey Sakal. Ce week-end est le meilleur moment de l'année pour admirer les planètes et les étoiles. La voilà grande casserole avec le manche, avec l'étoile tout au bout du manche. Mais moi j'en ai vu trouver une autre. Eh ben regarde sur le plan. Depuis hier, la Nuit des étoiles fête sa 33e édition, organisée par l'Association française d'astronomie. La tête dans le ciel, les curieux sont nombreux, la magie opère, presque toujours. Tu vois celle qui brille très très fort là juste en bas devant toi? Oui. C'est celle tout en bas, regarde. Tu vois sur la carte, elle brille un peu plus fort celle-là. C'est la pointe du cerf-volant. Je trouve que c'est une bonne occasion pour regarder les étoiles. Moi je trouve que c'est un petit peu ennuyeux, mais c'est bien de chercher des étoiles. Dans les Hautes-Alpes, ils viennent de toute la France pour ce spectacle. La nuit dernière a offert des conditions parfaites. C'est hyper joli. Enfin, je sais pas si vous avez regardé, mais c'est incroyable. Ce soir encore et jusqu'à demain, il suffira de lever les yeux pour apercevoir plusieurs dizaines d'étoiles filantes.
Avant de nous quitter, un mot de foot au féminin. Les Françaises se sont inclinées face aux Australiennes à Brisbane en quart de finale de la Coupe du Monde. Une défaite au tir au but. L'histoire se répète pour les Bleus éliminés aux portes du dernier carré. Comme il y a 4 ans à domicile, c'était face aux Américaines. Le destin a choisi les Australiennes, a conclu Hervé Renard, l'entraîneur de l'équipe de France. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.